Elle parle des corps. Anne de Jardin. Je veux porter mon regard, approcher mes doigts de leur corps à tous, souffrant de l'abandon, pour toucher leurs cicatrices. Ce que ces personnages ont en commun, ils n'ont pas le même âge, le même sexe. Ils se tiennent ensemble au bord du gouffre. Ils hébergent en eux l'abandon. Il y a cette ambiguïté volontaire entre les personnages. Je ne les différencierai pas, même pour faciliter le fait de sauter de l'un à l'autre, de la vieille dame à la femme abandonnée par un amant, ou à la petite dans son lit d'enfance solitaire, ou en exil dans la cour de l'école. C'est une histoire universelle, vieille comme le monde, celle de la femme abandonnée. J'ai décidé d'en parler. Elle va aller dans une église. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas prier là, comme ça, dans sa voiture, n'importe où, n'importe comment. Comment imaginer qu'elle puisse être entendue en priant si mal? Elle sèche ses yeux et tourne la clé de contact. Dans l'église, fraîcheur et semi-obscurité. Dans le silence, des bruits apaisants, les pieds d'une chaise qui frotte contre les pavés, un banc de bois qui grince sous le poids comme on soupire, le souffle de la porte dont le battant poussé se referme tout seul, des pas anonymes d'une démarche dénaturée pour que ne claquent pas les talons, volonté de ne pas faire de bruit, de déranger le moins possible. Elle, assise, s'apaise un peu, entre dans la prière. Dieu l'écoute. Elle peut tout lui dire, même le pire, tout lui demander, même l'impossible, laisser couler des larmes qui sont moins amères, qui ne lui font plus honte. La folle de la voiture, elle l'oublie doucement. La voici redevenue mouton, brebis égarée parmi tant d'autres. Il en a vu tellement et de bien pire qu'elle, lui là-haut. Elle se sent acceptée et ça va durer tout le temps qu'elle reste assise là, dans ce lieu de refuge et de pardon. Il y a forcément une solution. Elle va bien finir par la trouver. Quelque chose s'est allégé en elle. Un étau desserré, une sensation qui sera de courte durée, elle le sait. Elle retrouve sa voiture. Sur le pare-brise, pas de contravention. Il faut savoir se contenter de peu. Le moteur obéit et c'est réconfortant. Elle pense à leur rendez-vous secret sur le temps du midi. Et voilà, c'est reparti et c'est tout le temps comme ça. Des jours qui s'écoulent dans le malheur. Sa vie autour a cessé d'exister, elle est sortie de son champ de vision, elle est à terre, à ses pieds, en désastre, et l'autre se développe dans l'indifférence. Tout ce qu'elle sent à l'intérieur n'est qu'une énorme boule de chagrin qu'elle voudrait extirper, arracher et jeter loin d'elle. Et à nouveau les sanglots et la révolte, les mots martelés en silence. Je veux que ça s'arrête. J'ai décidé d'en parler. Enfer marron. C'est son lit de solitude chez ses parents. Elle a une chambre à elle, une grande chambre, et son lit est dans un angle face à la porte. De là, allongée dans le noir, elle peut ne pas la quitter des yeux, grands ouverts, fixés dans le haut de la porte son ouverture vitrée, ce carré blanc comme une issue. Tant que le père veille, il sera éclairé. Le père se couche tard. Ce carré est son phare, son sémaphore, un signal rassurant dans un vide tonitruant. Elle comprend son langage. Elle guette ses signaux. Plus tard, c'est lui qui la préviendra. Il l'alertera. Menace de gros temps, noir irrémédiable qui a avalé le carré blanc. Bruit de porte, ouverte, fermée. Chambre des parents, salle de bain, chambre encore. Des voix chuchotées. Surtout celle de la mère qui défonce le mur qui sépare les deux chambres. Surtout celle de la mère qui défonce le mur qui sépare les deux chambres. Il n'y a plus Dans le noir, elle attend que se lève la voix de l'homme qui très vite sort du chuchotement. Phrase courte qui claque, qui renverse les murs, qui revendique même le droit de réveiller l'enfant.
Une tempête invisible à elle en alerte sur le pont sous la pluie, trempée d'impuissance. Elle attend juste que ça s'arrête. Parfois, elle s'endort avant, enveloppée dans sa solitude. Ce n'est pas mon abandon, mais tous les abandons qu'on a vécus à tous les âges, enfants compris, et aussi l'abandon des personnes âgées si je rajoute un chapitre là-dessus. J'ai décidé d'en parler. Le couloir sans fin que rythme la succession des néons, bien éclairé d'une lumière chaude et généreuse, et le bruit des roues du fauteuil que quelqu'un derrière elle pousse. Elle ne sait jamais qui, et c'est désagréable. Il faut dire que ça change tout le temps. La température élevée, hiver comme été, à défaut de chaleur humaine. Le prix d'une chambre aussi est élevé car tout ce qui est matériel est abondamment fourni. Les rampes de chaque côté du couloir ne lui servent plus à rien. Elles sont en bois clair. C'est chaleureux le bois, ça donne confiance. C'est un matériau noble qui indique qu'on peut s'appuyer dessus. Tout est couleur pastel, au mur comme au sol, bleu et vert coupés de touches de jaune pour faire plus gai, le jaune. Un leitmotiv dont l'abus même génère une tristesse sournoise chez les visiteurs. Ici, on essaie juste de donner le change et ça se voit, à cause des efforts dépensés à tenter de le cacher. On fait joli, on fait joyeux. On camoufle le corps supplicié avec ce qu'on trouve de plus voyant ou vif dans les armoires. Le rouge à la côte. J'ai décidé d'en parler. Il y a eux là, issus de sa chair pourtant. 2 enfants de 7 et 11 ans à aimer, à éduquer, à guider lorsqu'on a cassé sa boussole. J'ai décidé d'en parler. Le petit dit « Il faut manger, maman ». Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Disparue la sensation de faim, ne reste rien que le chagrin. Elle n'a plus faim, plus de complicité avec son corps. Il y a une rupture totale entre eux, une connexion rompue. Il n'a plus faim. Elle refuse de le nourrir. Puisqu'il n'est plus que chagrin, elle veut le faire diminuer en l'affamant. Infamant ce qu'elle a fait. Infâme. Le lys du déshonneur, c'est au ventre qu'on le lui découvrira. Elle n'y pense pas. Ne pense pas à ça. Cette vie-là n'existe pas. Au ventre, elle porte son chagrin et s'acharne à le faire diminuer, qu'il perde de sa puissance, qu'il dépérisse, qu'il s'assèche, se recroqueville et crève. Elle ne le nourrira plus. Et des injonctions de l'enfance et des prises de pouvoir sur le corps de l'autre, ce que cela ferait au corps des filles. J'ai décidé d'en parler. Et ce qu'on autorise à son corps, même qu'on devrait posséder, protéger, surveiller. Son corps qu'on croit libre, et qu'en fait on le laisse tomber, et après il faut continuer à vivre avec, malgré ce qu'on a initié de son abandon. J'ai décidé d'en parler. Dormir ensemble, juste ça. Tu veux ou tu veux pas? Elle veut pas. Pas envie, pas prête. Trop jeune. Mais trop jeune, elle ne peut pas le dire. Même le penser, elle ne peut pas. Plus jamais entendre ça, trop jeune. Alors dire oui, elle ne veut pas. Son corps à lui étranger, inconnu, pas l'aimer assez. Pas envie. Peur. Peur de oui, peur de non. De dire non à lui prof. Elle est une fille sans expérience, et sans expérience, c'est injure pareille. Et peur aussi de ça qu'ils disent d'elle, fille sans expérience. Mais pas dégoût non plus, dégoût elle connaît. C'est le corps qui fait burg du dedans et ses barrages. Avec lui, juste peur. Elle est beaucoup plus jeune, mais il faut faire en sorte que ça ne se voit pas. Faire comme si, pour pas bas bleu, sans expérience, coincé, cul cousu, nunuche, sainte nitouche, et c'est injure. Et le cacher comme on peut, alors dire oui, depuis la tête, faire taire le corps qui dit non, le réduire au silence. Dire oui pour dormir nu et rien d'autre, et le croire.
le croire puisque lui plus âgé, lui faire confiance. Peur de oui, peur de non, peur de dire non, pas d'avoir mal, ça non. Corps obéissant, dompté, dur à la douleur et à serrer les dents. Et des autres, Christine Lequeux, Marie-Rose Castelli. J'ai décidé d'en parler. J'ai décidé d'en parler.